outro fator é entender country. Toda a experiência estas terras. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Nous allons commencer avec, donc, comme je le disais, Christophe Prochasson et Anne Rasmussen. Christophe Prochasson, qui est président de l'EHESS, qui est un des grands spécialistes du socialisme de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et Anne Rasmussen, qui est directrice de recherche de l'EHESS, c'est vraiment une matinée très EHESS, et qui est spécialiste de la technique, de l'entente de la technique, de la Première Guerre mondiale, des pandémies aussi, j'ai découvert plus récemment, donc qui vont nous parler justement de ces origines complexes de cette identité socialiste. Merci beaucoup d'avoir fait le chemin jusqu'ici présent aujourd'hui. Merci Pierre-Emmanuel Duclos, merci Fabrice Hamelin de cette invitation. Je parle abusivement en notre nom à tous les deux, mais nous allons évidemment nous répartir la parole. Comme la commande avait été assez libérale au meilleur sens du terme, bien sûr, nous avons un peu bricolé, si j'ose dire, une réflexion commune qui ne se limitera pas simplement à la fin du 19e et au début du 20e, mais qui essaye de prendre à bras-le-corps, en quelque sorte, l'ambitieuse question qui nous est posée. D'ailleurs, peut-être moins une question d'identité socialiste, c'est un mot dont il faut se méfier, comme vous l'avez rappelé, que d'identification, c'est-à-dire d'un corpus doctrinal, mais aussi de pratiques politiques qui progressivement s'identifient ou sont identifiés par les autres au cours de leur histoire. Et en commençant ainsi, je voudrais dire que Anne et moi, nous sommes interrogés évidemment sur le sens de notre intervention en constatant que peut-être n'était-il pas certain que la démarche généalogique sur laquelle nous étions plus ou moins attendus était la plus adaptée pour restituer correctement l'histoire de l'identité socialiste. Le risque est grand, vous le savez, en effet, de construire des filiations artificielles qui passent par pertes et profits, les significations d'idées, les significations de pratiques, voire d'affects, toujours pris, cela va sans dire, dans des contextes. Et sur 2 siècles d'histoire environ, si l'on admet, et la proposition est déjà discutable, si l'on admet que le socialisme s'est progressivement imposé comme idée, puis comme mot, dans le premier tiers du 19e siècle, on n'a aucun mal à comprendre, évidemment, que l'idée socialiste, comme on le disait à la fin du 19e siècle, a été en but, ça a été rappelé dans l'introduction, à de perpétuelles redéfinitions qu'appelaient naturellement des situations toujours changeantes. Ce qui fait d'ailleurs qu'il est courant de lire, sous la plume de ceux, les ambitieux et ambitieuses, qui s'engagent à stabiliser cette idée socialiste toujours fuyante, que le socialisme n'a pas de doctrine. C'est une formule qu'on entend souvent chez ceux qui s'efforcent de lui en donner et qu'il convient donc de lui en donner une. Aujourd'hui même, vous l'avez rappelé, Pierre-Emmanuel, une telle ambition théorique demeure, puisque ceux qui se disent socialistes comprennent que l'héritage qui est le leur ne répond plus tout à fait aux défis du présent. Nous en sommes tenus, Anne et moi, à l'examen du socialisme comme doctrine, ou si l'on préfère, comme corpus d'idées, de textes. Il va sans dire qu'il ne s'agit là que d'une approche partielle, puisque le socialisme fut aussi assez précocement associé à des modes d'organisation qui seront désignés plus tard comme partis, notamment dans les 2 dernières décennies du 19e siècle. Mais le socialisme, c'est encore plus que des doctrines, que des organisations, c'est aussi un ensemble d'émotions collectives, de sensibilités, d'attitudes morales, bref, un système affectif, tout aussi dépendant des séquences historiques que ce qui fait une doctrine ou une organisation. En se cantonnant au versant idéologique du socialisme, appelons-le ainsi, on court évidemment le risque de réduire celui-ci, au fond, à une affaire d'intellectuel et de le couper de ce qu'il finit par devenir progressivement. Il devint en effet progressivement un langage dont s'emparèrent des catégories sociales dominées.
Et ce langage fut aussi l'arme de ce qu'au début du XIXe siècle, le socialiste qui ne se disait pas encore tel, et qui d'ailleurs peut-être ne l'était pas, le socialiste Saint-Simon, appelait la classe la plus pauvre et la plus nombreuse. On ne doit donc pas se faire faute de dire que le socialisme est né de la rencontre entre cette classe, ou ces classes, les plus pauvres et les plus nombreuses, et d'autres catégories, plus favorisées et surtout plus instruites, qui allaient contribuer à nourrir le socialisme intellectuellement et lui fournir une vaste bibliothèque comprenant une innombrable population d'auteurs en toutes langues dispersés à travers le monde. Et d'ailleurs, du seul point de vue de son succès mondial, le socialisme est, à vrai dire, le principal concurrent du christianisme, dont l'extension mondiale est assez comparable. Et cette concurrence entre les deux a d'ailleurs été pensée par certains théoriciens, comme le célèbre Saint-Simon et son texte posthume intitulé « Le nouveau christianisme », voire utiliser cette comparaison, cette assimilation de façon très problématique et polémique. Léon Blum, déjà cité, ne disait-il pas que le socialisme est une morale et presque une religion? Cette assimilation apologétique ou polémique, que n'a d'ailleurs en rien brisé la renaissance du communisme au XXe siècle, qui est une forme de socialisme, mériterait sans doute une enquête historico-philosophique, mais nous ne la mènerons pas, Anne, aujourd'hui avec vous. Nous avons plutôt voulu insister sur la prétention scientifique du socialisme, qui lui a donné une consistance et une honorabilité qui explique beaucoup le succès qu'il a rencontré auprès des élites intellectuelles, au moins auprès d'une partie d'entre elles, différentes d'ailleurs selon les pays. Le dosage, pourrais-je dire, entre le socialisme scientifique porté par les savants et ce qu'on pourrait peut-être appeler comme socialisme littéraire porté par des écrivains ou des avant-gardes esthétiques, ce dosage varie là aussi selon les moments et surtout selon les nations. On pourrait par exemple interroger le socialisme russe avec l'hypothèse que les écrivains ont joué un rôle important dans l'analyse du monde social et dans la formulation de la révolte. Le socialisme russe, pour prendre cet exemple donc, a ainsi une épaisseur littéraire qu'ont beaucoup moins les trois grands socialismes occidentaux, nés à peu près en même temps, grâce à d'intenses circulations en Allemagne, en France et en Angleterre. Et dans ces trois pays, en effet, le socialisme s'est vite affirmé comme un savoir aux visées émancipatrices. La philosophie politique émancipatrice, d'ailleurs, de l'époque moderne, et plus particulièrement celle des Lumières du XVIIIe siècle, faite de foi dans la raison et de confiance presque aveugle dans la science et le progrès, un progrès indéfini dont est capable ou dont serait capable l'esprit humain, est l'un des corpus références du socialisme, devenu progressivement conscient de lui-même dans de toute autre circonstances économiques et sociales au XIXe siècle. En effet, ceux qu'on appelle peut-être abusivement les premiers socialistes, Saint-Simon, Fourier, Owen, etc., la Sainte Trinité bien connue, intégrés non seulement par l'historiographie, comme une manie, mais aussi par les socialistes eux-mêmes, à leur histoire. Remarquons que ces premiers socialistes sont bel et bien à cheval sur les deux siècles, le XVIIIe et le XIXe. Héritiers donc critiques des Lumières et de la Révolution française, voire, dans un tout autre esprit, des révolutions anglaises du XVIIe siècle et de la révolte des 13 des colonies américaines des années 1770 et 1780, eh bien tout cela, tous ces socialismes-là, ces origines en quelque sorte, encore que le mot fait problème, sont aussi plongés dans une ère nouvelle au cours de laquelle l'industrialisation désormais fera sa vie. Voilà, je voulais juste cette introduction un peu longue avant de céder la parole à Anne, qui va vous expliquer dans quel esprit elle a souhaité intervenir. Merci Christophe et merci aussi aux organisateurs de cette journée qui nous donnent cette occasion toujours bénéfique de réfléchir ensemble à des éléments qui sont sans doute bien connus, mais en même temps qu'il est important de repenser, il me semble, au moment où nous sommes.
Alors, en effet, nous avons essayé de... C'est bien compliqué, comme vous l'avez dit en introduction, de penser à l'identité socialiste et finalement, comme Alain Corbin dans un article consacré à l'homme de gauche dans l'histoire des gauches, célèbre histoire des gauches, finalement, quand il s'agissait de mettre en valeur l'identité de l'homme de gauche, qu'est-ce qu'il restait au tréfonds? Eh bien, quelques éléments que finalement je vais essayer de reprendre ici, un rapport au temps et à l'histoire, et en particulier à la Révolution, et la notion sans doute du progrès et de sa critique, qui n'est pas sans lien avec la science, comme Christophe l'a déjà dit. Alors, rapport au temps, d'abord, puisque la gauche socialiste pourrait être en partie identifiée par la représentation de soi comme le parti avec des guillemets, du futur, qui prône la volonté d'agir sur le cours de l'histoire et de transformer la société, partageant une vision optimiste du changement, opposée au maintien de l'ordre naturel. L'acte révolutionnaire liminaire inaugure ainsi un basculement de la perception du temps vers l'avenir que toute la gauche, et pas seulement les socialistes, a assumé au XIXe siècle. Avec elle, souligne Christophe Pomian, dans son Histoire de la perception du temps, un avenir meilleur que le présent, et même en rupture avec lui, se laisse réaliser par un effort conscient, collectif et organisé. Et cela, on peut le voir depuis les utopies socialistes des premières décennies jusqu'au projet de révolution communiste auquel, au tournant du siècle, Édouard Berthe a signé d'être, je le cite, la rupture la plus radicale avec toutes les conceptions d'un au-delà et la réalisation de cet en-deçà de la vie, du monde libre de l'homme. Mais la promesse terrestre du seul et vrai paradis était tout autant étroitement liée à la valorisation de l'histoire. On le sait, le XIXe siècle substitua l'historicisme au droit naturel du siècle précédent. Le principe du changement historique se déduit de l'histoire et non plus d'une transcendance divine. L'irrésistible mouvement du temps alimente ainsi une philosophie et une science de l'histoire qui donne un sens à la modernité. Chaque stade de l'évolution politique et sociale est destiné à être dépassé, étape provisoire et nécessaire du progrès, caractérisé par sa perpétuelle mutation, ainsi que l'exprimait Proudhon, je le cite, « Le progrès, c'est l'affirmation du mouvement universel, par conséquent la négation de toute forme et formule immuable, de toute doctrine d'éternité, d'inamovibilité, d'impeccabilité, appliquée à quelque être que ce soit, de tout ordre permanent, sans excepter celui-même de l'univers, de tout sujet ou objet, empirique ou transcendantal, qui ne change point. » Toute pensée du progrès passe alors par une théorie de l'histoire qui, pensée comme totalité, a désormais un sens, celui du progrès. Celui-ci fonde donc un savoir, mais également invite à l'action. Et on sait que cet historicisme alimenta au XIXe siècle un genre intellectuel, la philosophie de l'histoire, articulée à la loi du progrès avec la succession des états de l'esprit et de la société. Alors, une philosophie de l'histoire qui a pu donner lieu à un projet d'une histoire vue du point de vue socialiste. Qu'est-ce que c'est que l'histoire vue du point de vue socialiste? Eh bien, pour cela, on a un exemple, c'est la fameuse histoire socialiste de la Révolution française, sous la direction de Jaurès, dont les premières livraisons sont éditées à partir de 1901. Donc, sous sa direction, c'est un collectif socialiste qui assure le récit dont la vocation est d'envelopper tout le XIXe siècle. Jaurès prend en charge la Révolution jusqu'à Thermidor, Gabriel Deville le Directoire jusqu'au 18 Brumaire, puis interviennent Paul Brousse, René Viviani, Eugène Fournière, Gustave Rouanet, Georges Renard, Charles Andler, Lucien R, parmi d'autres auteurs.
Donc, Jaurès revendique l'épithète. Le point de vue socialiste, dit-il, consiste d'une part à faire du peuple un acteur central de l'histoire, et pour le saisir, il convient, dit-il, de ne rien retrancher de ce qui fait la vie humaine. Cet acteur n'est pas seulement un atome des forces collectives à l'œuvre dans l'économie, mais, comme l'a commenté plus tard Ernest Labrousse, un homme insécable, indivisiblement économique, social, mental. La vision socialiste de l'histoire consiste d'autre part à inscrire celle-ci dans un mouvement fondamentalement tendu vers l'avenir et inachevé un siècle plus tard. Car la séquence, explique Jaurès, part de la révolution bourgeoise et court jusqu'à la période préparatoire de la révolution prolétarienne. Ce qu'il y a de moins grand en elle, dit-il, c'est le présent. Elle a des prolongements illimités. Pour Jaurès et ses co-auteurs, qui placent cette histoire socialiste sous la triple inspiration de Marx, de Michelet et de Plutarque, et donc sous l'action des moteurs de l'histoire défendus par chacun de ces auteurs, la lutte des classes, la mystique du peuple, l'exemple des hommes illustres, les acteurs sociaux ne se réduisent pas à des figures du prolétariat accablé, c'est en devenant des militants et en assumant leur fonction de citoyens, mus par l'aspiration à la justice, qu'ils deviennent protagonistes de la révolution en cours. La grandeur humaine est ainsi tout autant un facteur explicatif que l'est le mouvement économique pour rendre compte des voies par lesquelles, dans un mouvement de tension vers l'avenir, le prolétariat s'affranchira et deviendra l'humanité. Pour Jaurès, et cette histoire socialiste, en réalisant les deux conditions essentielles du socialisme, la démocratie et le capitalisme, la révolution conduit au socialisme sans être socialiste elle-même. L'avancement de la démocratie y est lié à la jonction solidaire entre république et socialisme qui irrigue tout le XIXe siècle à partir de cette aube des temps nouveaux et qui en fonde le mouvement historique. Ainsi, d'un côté, la revendication d'une histoire socialiste semble affirmer l'irréductible spécificité qui se logerait dans les fondements culturels de sa philosophie de l'histoire et de sa vision de l'avenir. Donc, sur ce versant, on peut lire l'affirmation d'une distinction, d'une sécession éventuellement de culture politique qui serait socialiste, qui serait propre à incarner le mouvement prolétarien. Et puis, d'un autre côté, ce sont des composantes fondamentalement républicaines qui sont à l'œuvre dans ces cultures civiques et militantes qui travaillent à l'édification du socialisme et, par conséquent, la reconnaissance d'une communauté partagée de valeurs et de symboles qui soude la construction d'une démocratie républicaine et qui, de ce fait, donne une identité socialiste ici qui revendique moins sa spécificité. Quelques mots encore avant de redonner la parole à Christophe sur donc finalement qu'est-ce que ce progrès et aussi ce qui me semble important, la critique du progrès, car comme le soulignait Paul Valéry, il y a eu le progrès, il y a eu la critique, il y a eu l'idole du progrès, et puis la critique de l'idole du progrès, et cela a toujours fait deux lieux communs qui étaient totalement associés. Alors, on le sait, l'idée de progrès, elle est consubstantielle au XIXe siècle, progrès de la science, progrès des institutions, progrès également de l'espèce et de la société humaine, qui s'identifie à une véritable action opposée à réaction, rétrograde contre progressif, c'est la terminologie que le lexicographe de la République, Littré, institue au fondement de l'interprétation politique du siècle. Donc, un progrès comme action, mais également, dans les années 1840, le terme est adopté par la composante de la gauche qui faisait sa caractéristique première
d'une vision dualiste de la lutte des classes sociales, donc les socialistes, même s'ils n'en ont pas encore le nom, le progrès prend alors une nette connotation sociale, situant la défense du prolétariat du côté du progrès. Et donc ces deux facettes sont indissolublement liées au cours du premier 19e siècle, une synthèse de l'avancement politique et du mouvement social, dont l'héritage sera largement assumé par les socialistes du XXe siècle, du Front populaire à la Ve République, qui entendront incarner, dans ce double sens, les forces de progrès. Donc, d'un côté, une inspiration en rupture avec la malédiction de la chute et avec une histoire dont les stades, on l'a dit, hein, sont calqués sur les cycles de la vie biologique, donc laïcisation d'un processus historique et récit d'une ascension hein, dont le progrès incarne la forme séculière. On sait combien la gauche socialiste s'est nourrie hein, de ce progrès identifié à l'avancement de la connaissance, au pouvoir de la raison, qui autorisait la vision optimiste d'une démarche mélioriste visant à accroître la somme des biens et autocorrectrice. La perfectibilité indéfinie de l'esprit humain garantit la solidarité entre les différents types de progrès, avec une liaison déterminante entre progrès du savoir et progrès de la morale, conçu comme accroissement de la solidarité soumise à l'intérêt général. Et ça, c'est vraiment un bréviaire pour l'action socialiste. Pour citer Jaurès encore, qui est évidemment un réservoir d'une vision réflexive et synthétique sur l'idée socialiste. L'avènement d'une société socialiste prendra appui sur ces progrès solidaires. Je cite, que le suffrage universel s'affirme et s'éclaire, qu'une vigoureuse éducation laïque ouvre les esprits aux idées nouvelles et développe l'habitude de la réflexion, que le prolétariat s'organise et se groupe selon la loi toujours plus équitable et plus large. Ainsi, en nouant ces progrès politiques, intellectuels, sociaux, se développent la démocratie et la raison, qui constituent les moteurs de l'histoire, par là même dispensés de recourir à la violence, signe que la perfectibilité est également morale. C'est le grand but d'humanité qui est fixé comme objectif ultime à la réalisation de ce progrès hein, et qui est, par exemple, affiché dans le premier numéro du journal du même nom, créé en 1904. Le second pilier intellectuel, ce progrès, a des fondations dans la pensée des libéraux, dans le sillage d'Adam Smith, mais aussi a été le ferment de la tradition socialiste. L'idéal à atteindre est le développement illimité des forces de production et l'expansion infinie des désirs et des biens qui leur correspondent. La satisfaction des besoins humains dans une société à la fois commerciale et industrielle, qui n'est plus menacée de manque, mais qui est harmonieusement pourvue, fonde la crédibilité du progrès. Le productivisme est garant de justice, d'égalité et de liberté parmi les hommes. Aux utopies de la frugalité, dont Marx dénonce l'ascétisme et le caractère rétrograde, on oppose le mécanisme productif multiplicateur. L'abondance universelle pourvoira non seulement à l'amélioration de la vie humaine, mais aussi à la démocratie. Alors, vision libérale ou vision collectiviste, la vision libérale promet que la prospérité rejaillira sur le peuple et l'intégrera à la collectivité sociale, par exemple par la machine, puissant agent du progrès démocratique. La vision collectiviste va au-delà, en prévoyant que les masses se réapproprieront les forces de production. Cette version du progrès anima ainsi des projets socialistes, même si ceux-ci se séparaient radicalement des projets libéraux quant à l'organisation qui devait y présider. Quelques mots pour terminer sur donc, vision du progrès et finalement la formulation et la structuration absolument
associé simultanément de critiques du progrès. Donc, même s'il était difficile aux socialistes d'être contre le progrès et contre les promesses d'abondance du progrès, sans renier un projet de transformation sociale, néanmoins, tout au long du siècle et jusque dans le premier tiers, disons, du XXe siècle, a été entretenue une relation critique des gauches socialistes au progrès. Par simplicité, on peut en dégager 3 postures. La première qui a surgi dès le milieu du siècle et qui a consisté à mettre en cause les effets pervers du progrès. La question sociale avait émergé comme corollaire d'une pensée économique qui justifiait ces développements au nom du progrès. Ici, l'enjeu majeur a été celui du machinisme et, dans une moindre mesure, en France, du salariat. Il devenait patent que le développement de la grande industrie aggravait la misère humaine au lieu de l'alléger. L'idéal de progrès par la science était confronté à la violence faite aux hommes par la technique, à la subordination de l'élément humain à la machine, prêt à payer de la modernisation. Donc le progrès avait un coût et en plus, il pouvait détériorer la condition sociale, la faire évoluer à contresens de la flèche du développement, donc vers le pire, plutôt que vers le mieux. Dans ce débat, Marx n'a pas renié son engagement dans le camp du futur, quand il l'affirme en 1849, il est préférable de souffrir dans la société bourgeoise moderne, qui par son industrie crée les conditions matérielles nécessaires à la fondation d'une société nouvelle, qui vous libérera, plutôt que de retourner vers une forme périmée de société, qui, au prétexte de sauver vos classes sociales, tire la nation entière en arrière vers la barbarie médiévale. Donc, les marxistes critiquèrent les effets délétères du capitalisme et de la production industrielle, mais, selon eux, le capitalisme, posant les bases matérielles du socialisme, faisait que cette souffrance ne pouvait être évitée. Donc, on se situait dans un ordre économique fataliste, inspiré par la pensée progressiste, même si l'on s'efforçait d'y apporter des adoucissements. Et la sociologie française, qui revendiquait avec Durkheim à la fin du siècle cette claire appartenance à cette gauche républicaine et socialiste, contribua elle aussi à théoriser cette irréversibilité des processus sociaux en cours. Je laisse ce point pour la suite. Très rapidement, la deuxième type de critique du progrès venu de la gauche socialiste émana sans doute de ceux qui en avaient été les plus fidèles adeptes et qui lui reprochèrent de n'avoir pas tenu ses engagements. Alors, un désenchantement anti-scientiste qui est devenu un nouveau lieu commun à la fin du siècle, une sorte d'épuisement du paradigme progressiste. Ne s'est-on pas fourvoyé en faisant du progrès un but ultime, alors qu'il aurait dû rester un moyen pour parvenir à des idéaux plus élevés? Dès le premier XIXe siècle, Fourier dénonçait les perfectibiliseurs de civilisation perfectible qui avaient fait de l'organisation des moyens leur objectif final, mais c'est aussi l'accusation qui a été menée, par exemple par Proudhon, contre le progrès vecteur de matérialisme. Proudhon qui récuse l'acception, je le cite, du tout utilitaire et matériel, accumulation de découvertes, multiplication des machines, accroissement du bien-être en général. La voie évolutionniste du progrès et ces avatars darwiniens, du darwinisme social, eux aussi ont été en but à la critique, comme l'a fait par exemple Célestin Bigler dans la tradition durkheimienne, procureur de cette vision de la sélection des individus et de la hiérarchie des races. Enfin, troisième type de critique, et là on sort du cadre de la critique progressiste du progrès, c'est la critique anti-progressiste du progrès, soulignant que le progrès finalement ne véhicule qu'illusion, qu'il est une idée fausse
contre laquelle il importe de lutter. Alors, Georges Sorel s'est fait notamment le procureur des socialistes progressistes, stigmatisant la foi aveugle dans le progrès, fruit de l'alliance entre les intellectuels progressistes et les masses révoltées inspirées par le ressentiment et qui n'aboutissaient qu'au radicalisme de la terreur. La vocation de l'optimiste, c'était finalement d'assurer, selon lui, le bonheur des générations futures en massacrant les égoïstes du temps présent. Et donc, en cela, il renvoyait dos à dos le socialisme réformiste, qui n'aboutissait qu'à un simple changement de maître, et le socialisme révolutionnaire, qui provoquait la dictature des intellectuels. Et donc, Sorel leur opposait l'organisation syndicale du mouvement ouvrier, seule alternative morale à l'épuisement spirituel de toutes les institutions sociales. Bien qu'une partie de la gauche, y compris de la gauche socialiste, contribua à la révolte au début du XXe siècle contre les illusions d'un progrès qui présupposait que la volonté générale serait toujours conforme à la raison et qui, à terme, pouvait s'avérer liberticide. Je m'arrête là pour mon propos, pour recéder la parole à Christophe, qui va en tracer un mouvement historique. Oui, alors, peut-être pas complètement. Vous avez bien vu que dans ce qu'on pourrait appeler cette proposition de forage dans l'idée socialiste, nous nous sommes essentiellement consacrés pour le moment, grâce à Anne, aux différentes facettes que constitue la science et le progrès, et la place de la science et le progrès au sein de l'idée socialiste. J'ai envie d'emprunter cette formule de notre cher Descartes, Larvatus Prodeo, qui pourrait être la devise de notre temps, j'avance masqué, évidemment, une conception du socialisme qui n'épuise sans doute pas tout le socialisme, mais qui en est l'ossature, le squelette. Alors, je voudrais, pour finir cette présentation à deux voix, rassembler un certain nombre de remarques, tout à la fois tirées de ce que vient de dire Anne Rasmussen et aussi qui ouvrent sur d'autres perspectives. Il me semble au fond que moi, une généalogie dont j'ai dit notre perplexité, face à laquelle j'ai dit notre perplexité, ce sont plutôt des composants, je n'ai pas trouvé de meilleur mot, des composants de l'idée socialiste que l'on pourrait mettre en avant et qui ont sans doute une histoire, qui se sont affichés sans doute les uns après les autres, sans jamais s'éliminer les uns et les autres. J'en vois trois principaux que je voudrais rapidement évoquer. Au fond, être socialiste, c'est comprendre et expérimenter, c'est ensuite dépasser le capitalisme et c'est enfin fonder une humanité nouvelle avec cette dimension morale qu'on a effleurée ici et là. Alors, je reprends très rapidement ces trois points. Comprendre et expérimenter, oui. Si l'on se tourne vers les premiers doctrinaires du XIXe siècle, apparentés au socialisme, qu'on a qualifié différemment de socialisme utopique, de socialisme pré-marxiste, voire de socialisme romantique. Au fond, ce que veulent ces gens, ils aspirent essentiellement à forger les outils susceptibles de comprendre, pour la réparer, une société en but à l'anomie que résulte de l'injustice, du disharmonique, une société violente et mal organisée, post-révolutionnaire. Il convient donc, selon eux, de remettre de l'ordre dans le désordre du monde. Et de cet ordre naîtra la justice. Alors, ces socialistes d'avant l'heure, on l'a dit plusieurs fois, sont d'abord, vous le constatez, au fond des sociologues. Et assoient la réforme sociale à laquelle ils aspirent sur un travail savant dont ils se veulent les promoteurs. Owen, pour prendre son cas, sans doute le premier à le formuler aussi nettement, présente l'ensemble de ces doctrines sous un mot, sous un terme qu'il forge lui-même, une science sociale, ou
autre terme qu'il utilise aussi, une science de la société, et s'attache ainsi, notons-le, c'est une dimension importante de l'identité socialiste, à mettre en avant l'importance de l'éducation, dont il fut l'un des innovateurs les plus stimulants. Alors là, on pense évidemment du côté français au socialisme d'éducation, cher à Péguy, qui trouve ici son précédent. Mais tous, parmi ces premiers, testent cette idée, comme chez les Saint-Simoniens, rassemblés dans leur communauté de Ménilmontant, les phalanstères fouriéristes, voire les expérimentations owenistes dans la filature écossaise de New Lanark, dirigée par le père du socialisme britannique, Owen, avant la fondation par ce dernier de la communauté New Harmony aux États-Unis. Et dans ce dernier cas, rappelons-le, reflet de son statut d'entrepreneur industriel et d'une société anglaise en phase d'une industrialisation beaucoup plus avancée que la société française, est sans doute sensible à l'entrée dans l'ère industrielle de la grandeur nourrie par la raison et l'idée de progrès. Donc, comprendre et expérimenter. Sortir du capitalisme. Alors, à la première phase que je viens rapidement d'évoquer dans l'histoire du socialisme, cette première phase d'ailleurs, comprendre et expérimenter, ne s'est jamais tout à fait éteinte. On le voit à d'autres moments, notamment dans celui qui pourrait passer pour l'héritier direct de ce courant-là. Je veux parler bien sûr de Durkheim. À cette première phase ou à ces premiers composants s'en ajoutent deux seconds, avec évidemment des décalages nationaux marqués et une seconde période, donc un second ensemble de composants, comme je le disais, dominé par l'idée de lutte des classes et de dépassement du capitalisme. C'est désormais la question de la propriété qui est mise sur le devant de la scène théorique. Et là, tout un dégradé de propositions qui permet de définir différentes écoles, des plus collectivistes, que le XXe siècle intégra à la tradition communiste, aux plus tempérants, socialistes, travaillistes, social-démocrates, etc. Tout un dégradé terminologique qu'il conviendrait évidemment d'étudier à la loupe dès lors que l'on étudie cette identité du socialisme. Mais cette phase de la propriété, pourrait-on dire, et du dépassement du capitalisme, est sans doute celle qui donna au socialisme son identité la plus mémorable et la plus centrale. Elle s'inscrit en effet dans la durée et correspond, il faut bien le dire, à la victoire sémantique du mot socialisme, qui s'étale donc de son apparition dans les années 1830, mais comme on le rappelait, je ne sais plus lequel d'entre vous, Fabrice Hamelin ou Pierre-Emmanuel Guigaud, excusez-moi, rappelait à très juste titre, c'était Emmanuel Furex, évidemment le 19e, qui rappelait que la première version du socialisme, c'est d'abord de se définir comme un anti-individualisme. Mais à cette victoire sémantique nouvelle correspond aussi peut-être un moment aujourd'hui, à la suite de ce moment, sa lente et progressive disqualification à la fin du XXe siècle. Plus encore que la première phase, cette deuxième composant permet de mettre en évidence, nous l'avons frôlé aussi à plusieurs reprises, une dimension qui a été souvent négligée, qui est pourtant centrale, qui est le rapport au temps. Telle en quelque sorte la lettre volée, l'idée, la question du temps dans le socialisme me paraît cependant absolument centrale. Et toute l'histoire du socialisme est parsemée en effet d'indices, y compris dans l'aspiration entendue du socialisme français dans l'entre-deux-guerres en parlant de lendemain qui chante, tourné vers le futur. Au fond, on pourrait dire que l'outillage mental du socialisme mobilise un régime d'historicité, dirait François Hartog, un régime d'historicité singulier où s'agencent passé, présent et futur. Et ce rapport au temps est une structure
tout à la fois idéologique et mental, qui rend le socialisme dépendant d'un moment particulier de l'histoire, comme de l'environnement socio-culturel dans lequel il se développe. Autrement dit, les conditions de réalisation et de pensée du socialisme sont liées à une possibilité de construire un avenir, de construire un futur, un récit qui lui est lié. Il est clair que, si je poursuis dans le sillage de François Hartog, que la dictature du présent, le présentisme, constitue un obstacle à l'affirmation du socialisme, en tout cas tel qu'il s'est développé dans ses deuxièmes composants, voulant dépasser le capitalisme. Enfin, j'en viens au troisième composant qui relève d'une autre dimension, puisqu'il s'agit, comme je le disais, de fonder une humanité nouvelle. Les théoriciens socialistes, en effet, comme tous ceux qui s'évertuèrent à lui donner des formes et des couleurs, ne l'ont jamais réduit à l'état d'une critique de l'économie politique, quoique l'œuvre de Marx qui soit employée avec une certaine efficacité, convenons-en, en fournissant à la doctrine l'une de ses références majeures avec le capital. Mais les doctrinaires, il faut le noter, se sont aussi préoccupés d'une autre dimension, conférant au socialisme les aspects, au fond, d'un nouvel humanisme, adapté aux temps industriels. On a vu ainsi toute l'attention consacrée par Owen, je l'ai dit, à l'éducation, condition indispensable à l'avènement du régime nouveau. Et c'est l'un des traits les plus caractéristiques du socialisme que d'avoir promu non seulement l'élaboration de savoirs nouveaux, histoire parallèle liée à la naissance et au développement des sciences sociales, mais aussi à l'éducation, sans que l'on puisse réduire cette éducation au seul état de la propagande. Les socialistes, en effet, aspirent à la création d'un homme nouveau. C'est un terme aujourd'hui qui nous fait un peu frémir, mais d'un homme nouveau, nourri de connaissances à jour, adossé à la raison, à l'idée de progrès et armé d'une lucidité critique. Mais l'émancipation conçue par le socialisme, qui n'est donc pas seulement économique, connaît donc, vous l'entendez, un volet culturel et moral. Et ce troisième volet concerne aussi, j'y reviens, la question du temps, puisque nous pouvons, par exemple, y intégrer toute une réflexion sur le temps libre, sur les loisirs, et finalement, ce que l'on pourrait considérer comme la bonne vie, adaptée à l'homme nouveau. La réduction du temps de travail, comme l'organisation des loisirs, relève bel et bien de ce chapitre. Les textes au XIXe siècle sont nombreux à s'y consacrer, et l'un des plus fameux étant le provocateur « Droit à la paresse », publié par Paul Lafargue, le fantasque gendre de Karl Marx, texte publié en 1880 dans le journal guédiste de l'égalité, puis en fascicule en 1883. C'est un texte, du point de vue de la culture socialiste, très intéressant, car au-delà de l'attaque directe portée contre la durée excessive de la journée de travail, que Lafargue souhaitait réduire, je le rappelle, drastiquement à 3 heures par jour, c'est à une remise en cause, en règle, de toute morale civilisationnelle qui serait adossée sur un ascétisme bourgeois ayant fait du travail la plus haute valeur, et c'est à cela qu'il s'en prend régulièrement. Il le dit d'ailleurs tout en faisant un éloge de la philosophie du XVIIIe siècle, notamment à Diderot. « Chers camarades, alerte et plein d'ardeur, nous sommes partis en guerre contre la société capitaliste qui écrase l'ouvrier comme la meule le grain. Les bourgeois, nos maîtres, ces fils dégénérés des Diderot et Voltaire prêchent l'abstinence. Leur morale capitaliste, piteuse parodie de la morale divine, a frappé d'anathème les passions humaines. » Retrouvons donc ces passions humaines. Il n'est donc pas, dans le socialisme, un progrès réduit au productivisme ou à l'austérité égalitaire. Existe donc bien
je finis là-dessus, un projet de régénération et même de refondation de l'humanité, adossé à une morale nouvelle des producteurs, contraire à celle promue par le capitalisme, un capitalisme abusant de toutes les ressources, celles offertes par la nature comme celles provenant de l'activité humaine. Et les lectures critiques très contemporaines aujourd'hui du socialisme, présentant celui-ci comme le double inversé du régime capitaliste, collectivisant les ressources pour mieux les distribuer, mais demeurant néanmoins dans le même paradigme, cette idée, cette critique du socialisme comme un anticapitalisme qui en conserve en quelque sorte l'ossature est sans doute, vous le voyez, à nuancer. Et cet éclairage n'en indique pas moins la quête d'un nouveau socialisme prenant le relais de celui qui est entré en crise à la fin du siècle dernier. Et cette critique est en route, me semble-t-il. Elle devrait trouver des débouchés au terme de cette journée. En tout cas, des recherches récentes se sont récemment multipliées pour examiner le type de lien souvent impensé entretenu par le mouvement socialiste avec la nature. Et ce n'est que dans les dernières décennies, avec une lenteur excessive sans doute, que la question environnementale a surgi dans les corpus socialistes. Elle s'est ainsi progressivement instillée dans la réflexion socialiste à partir des années 70, dans le sillage d'une nouvelle critique du progrès qu'il n'était pas facile à mettre en place dans les rangs socialistes. Et les efforts théoriques se sont multipliés pour tenter de mettre en place un pilotage de l'économie, conciliant l'exigence d'un meilleur niveau de vie, notamment par le truchement d'une meilleure redistribution, avec celle qu'appelle le respect d'une nature fragilisée. Le théoricien de la troisième voie socialiste, Anthony Giddens, qui a beaucoup inspiré le néo-socialisme de Tony Blair, est un exemple de ce courant théorique. Si bien que ces coordonnées nouvelles ne sont pas en rupture avec deux propriétés majeures du socialisme que nous vous avons présentées aujourd'hui, son pacte avec la science, tout autant ici avec les sciences de la nature et les sciences sociales, désormais liées les unes aux autres, et le pilotage rationnel de la société. Je finirai par une illustration qui est la célèbre formule de Durkheim, proposition de définition de l'identité socialiste. On appelle socialiste toute doctrine qui réclame le rattachement de toutes les fonctions économiques ou de certaines d'entre elles qui sont actuellement diffuses au centre directeur et conscient de la société. Outro fator é entender Quanta experiência esta tem? Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.